Depuis le début de la guerre, chaque matin à 9 h, le pays s'arrête. Il s'agit d'offrir une minute de silence aux soldats et aux civils morts depuis l'invasion russe, le 24 février 2022. Puis la vie reprend, toujours avec les mêmes mots. Les héros, les voici. Visages d'anonymes qui envahissent l'espace public, concentrés de douleur et de vies brisées. Ils racontent ces 3 ans de guerre. Mais ils racontent aussi l'obsession des civils pour leurs soldats. Car ici, chacun pleure un mari, un ami, un frère mort sur le front. Et chacun tente de vivre comme il peut, avec la douleur. C'est un rituel dont Roman se passerait bien. Chaque matin, après une nuit à la garnison, le jeune soldat prend son service, ici même, dans cette église baroque, construite au XVIIe siècle par les Jésuites. Il fut un temps, une autre époque, durant laquelle on venait ici pour se marier, recevoir le baptême. Mais depuis le début de cette guerre qui ravage le pays, on vient y déposer sa douleur. Car la spécificité de cette église grecque catholique, c'est d'abriter l'aumônerie militaire. C'est donc ici que sont célébrées la plupart des obsèques des soldats morts au combat. Une quinzaine de prêtres soutiennent les soldats, les encouragent sur le front et bien souvent les accompagnent jusqu'au cimetière. Roman est le plus jeune d'entre eux. D'ordinaire, il faut se changer beaucoup plus vite. Lorsqu'on est sur la ligne de front ou à la base, on ne sait jamais à quel moment ils vont commencer à bombarder. Alors, il faut être efficace. Il arrive parfois aux jeunes prêtres d'enterrer 6 soldats dans la même journée. Car ici, les obsèques se succèdent. Ce jour-là, la mort aura 3 nouveaux visages. 2 pères de famille et un jeune homme tout juste fiancé. Chaque jour, c'est un fragment de la tragédie ukrainienne qui se répète. Chaque jour, le même chagrin de ces femmes, de ces mères, de ces enfants, accablés par la cruauté de cette guerre. Un jour, c'est 3 soldats, et le lendemain, 2 soldats, et puis après, c'est 5 soldats. Et vous ne pouvez pas penser simplement aux funérailles de la veille, ni à celles du jour. Mais déjà, vous devez penser aux funérailles du lendemain. Votre cœur s'endurcit. C'est terrible de se dire que ça continue et continue encore. Surtout lorsque vous réalisez que la guerre n'est pas encore finie. Pour se rendre au cimetière, la mairie de Lviv a mis à disposition des bus de transport public. Plusieurs fois par jour, ce triste cortège traverse la ville. Là encore, un rituel s'est institué, sans doute le plus déchirant. Au passage du convoi,
le temps s'arrête. Derrière chacun de ces visages, il y a un frère, un ami, un père déjà mort au combat. Mais c'est au cimetière que se révèle le vrai visage de cette guerre. Un concentré de douleur et de vies brisées. Une forêt de drapeaux flotte dans l'air glacial. Ce jour-là, les températures sont inférieures à 0. On appelle cet endroit le Champ de Mars, en l'honneur des soldats qui y sont enterrés. Il y a 3 ans, ce cimetière n'existait pas. Une partie du terrain est encore disponible, mais pour combien de temps? Les obsèques sont à peine célébrées que déjà d'autres tombes sont creusées. On évoque 100 000 morts depuis le début du conflit. Mais peut-être est-ce beaucoup plus. Les chiffres sont des chiffres, sans nom, sans visage. Pour appréhender le massacre de cette guerre, il faut regarder chaque tombe, visage après visage, et écouter les familles. Quand on me l'a annoncé, j'étais chez le médecin. La femme au téléphone était officier dans l'armée. Elle m'explique que notre fils Volodya a été tué par un sniper qui lui a tiré 2 balles dans le cou. Je dis que je ne comprends pas qui a pu le tuer. Pour nous, il était à Kiev, en sécurité, loin du front. Elle m'explique qu'il combattait dans une des brigades qui va derrière les lignes ennemies. Il nous a toujours dit de ne pas nous inquiéter. Il était instructeur dans une base, loin du front. Comme il était à Kiev, il ne risquait rien. Mais en fait, il était sur la ligne de front dans les endroits les plus dangereux. Il nous mentait pour ne pas nous inquiéter. En fait, on a découvert tout ce qu'il avait fait quelques jours avant l'enterrement. Avec mon fils, on travaillait ensemble dans la même entreprise. Dès le début de la guerre, il s'est porté volontaire. Je lui ai dit « Pourquoi tu vas là-bas? Tu vas te faire tuer ?» Il m'a répondu « Même si je meurs, c'est mon devoir d'y aller. » Maintenant, il est mort. Je lui en ai énormément voulu d'être parti comme ça. Je suis veuve depuis 26 ans, je ne suis pas remariée, je l'ai élevé seule. Je viens 2 fois par jour, une fois le matin et une fois le soir. Et si je ne viens pas, qui viendra? Sa femme s'est remariée, elle ne vient jamais. Il ne lui reste que moi, personne d'autre. Pourquoi est-ce à moi d'aller sur sa tombe? Ce n'est pas aux mamans de fleurir la tombe de leurs enfants. C'est aux enfants d'aller sur la tombe de leurs parents. Lviv est devenue une base arrière. C'est là qu'arrivent nombre de soldats morts sur le front. C'est aussi là que viennent se faire soigner ceux qui ont failli mourir. Installé dans une aile de l'hôpital central de Lviv, le centre Unbroken est devenu une référence en matière de médecine de guerre. Loin du champ de bataille, sont réparés les corps mutilés par les armes. Ces 3 ans de guerre,
c'est près d'un demi-million de civils et militaires blessés ou amputés à jamais. Une véritable boucherie, un conflit d'un autre temps. Ici, on soigne des amputés, mais aussi des brûlés, des défigurés. Ceux qui sont devenus sourds ou aveugles, ceux qui ont été faits prisonniers ou torturés. Голова не крутиться? Що? Голова не крутиться? Ні? On soigne aussi ceux qui ne racontent rien, ou ceux qui disent que tout va bien. C'est un peu le cas de Daniel, arrivé il y a 3 mois du Donbass. Daniel a tout juste 19 ans. C'est le plus jeune patient du centre. Il attend sa prothèse pour pouvoir remarcher, mais surtout, comme presque tous les soldats du service, retourner au plus vite sur le front. Beaucoup de gars sont comme Daniel. Ils veulent retourner se battre. Déjà parce qu'ils ne savent plus comment vivre dans la vie civile. Ils ont vécu trop longtemps dans une autre réalité, une autre vie. C'est très difficile pour eux de s'adapter à la vie d'ici, de trouver un métier dans un bureau par exemple. Ils ne peuvent pas s'habituer à ce style de vie. Beaucoup ne connaissent que la guerre. Je lui demande, est-ce que tu penses avoir une famille, des enfants? Mais ça l'intéresse pas. Engagé volontaire, Daniel a devancé l'appel pour partir au front. Il avait 17 ans, il était encore au lycée. Ce qui m'a décidé, c'est quand j'ai vu à la télévision les massacres de Boutcha et Mariupol. Je me suis dit que ça pourrait aussi arriver chez nous. Si on ne fait rien, les Russes vont venir chez moi. C'est comme ça que je me suis décidé. J'ai pris un ticket de train et je suis allé à Lviv pour m'engager. C'est pas plus compliqué que ça. Et ciao, bambino. Ce qui surprend lorsque l'on rencontre Daniel, c'est ce rire nerveux qu'il a souvent. Un peu à la manière des enfants qui cherchent à cacher leur peur ou à masquer des traumatismes plus profonds. Car Daniel a passé 6 mois sur le front, en première ligne. Il était artilleur. La première fois que je suis allé sur le terrain, on m'a embarqué en voiture. Et là, je me suis dit, cette fois, c'est la fin. Je ne savais pas où il m'emmenait. On roulait sur des routes avec des panneaux russes. C'était la première fois que j'allais à l'Est. Tout était défoncé. Je me suis demandé où j'étais. J'ai demandé à un gars à côté de moi, il m'a dit « T'inquiète pas, c'est normal. Il y a des dégâts, mais ça va aller. » Et effectivement, ça a été. Et puis, il y a eu cette nuit de merde. Avec les gars, on est sortis au front. On a lancé une grenade, puis une deuxième, et juste au moment où la nôtre explosait, une grenade ennemie nous est tombée dessus. On a pris cher. Mon copain est mort devant moi. Moi, j'ai tout vu. Daniel s'est réveillé quelques jours plus tard, avec une jambe en moins. Я зачасту розказую людям, що мені кула в Єгипті ногу. Ну так є насправді, просто я так з військового.
Bien sûr que je regrette cette époque où je courais en m'appuyant sur ma jambe droite et où je sentais le sol craquer sous mon pied. Я проебал. L'avenir, je n'en ai aucune idée. On verra bien. Vivre dans un pays en guerre, même loin du front, c'est s'adapter, se débrouiller. Pour pallier les coupures d'électricité de plus en plus fréquentes, les commerçants ont installé ces générateurs qui crachent des gaz d'échappement sous un bruit assourdissant. Mais ils permettent aussi aux habitants d'avoir une vie presque normale. Beaucoup de ces jeunes sont encore étudiants ou jeunes travailleurs. Ils ont l'âge des possibles, mais surtout l'âge de partir à la guerre. En Ukraine, les hommes sont mobilisables dès 25 ans. Ce soir-là, ils se retrouvent pour être ensemble une dernière fois, avant le départ à l'armée de leurs copains Max et Kostias, les deux chanteurs. Une soirée d'adieu, où joie des retrouvailles, peur et angoisse s'entremêlent. Bien sûr qu'on pense à la mort, mais j'y penserai plus à l'avenir parce que pour le moment, je ne suis pas encore en situation de m'inquiéter. Je ne suis pas encore à l'est de l'Ukraine ou quelque part sur la ligne de front où ça bombarde. Donc je ne peux pas anticiper la peur, mais bien évidemment que je pense à tout cela depuis longtemps. Mais j'essaye de ne pas trop m'angoisser. Pendant que je regardais Max et Kostias chanter, je me disais que ce sont tous les deux de beaux jeunes hommes et qu'ils ne devraient pas avoir allé à la guerre. Ils chantent des chants d'amour, des chants d'espoir. Ils devraient faire des concerts et au lieu de ça, ils doivent aller à la guerre dans quelques jours. Il n'y a pas de justice ici. On est tous les deux très jeunes. J'ai 23 ans, Kostias a 28 ans. On a encore plein de choses à faire. Voyager partout dans le monde, acheter une maison, avoir une vie normale. Mais on fera tout ça lorsqu'on aura gagné la guerre. C'est ce qu'on a à faire maintenant. Si on ne protège pas notre pays, on n'aura pas de vie du tout. C'est ça notre mission pour le moment. Le dimanche après-midi, Kostias et sa famille ont pris l'habitude de se retrouver pour déjeuner en famille dans un restaurant du centre-ville. Conscients de la fragilité de l'instant, tous savent, sans se le dire, que désormais, quelque chose est en train de disparaître à tout jamais. Quelque chose de l'innocence. Tant de soldats sont déjà morts, alors qu'ils étaient jeunes, forts et beaux. Mais la guerre ne s'arrête pas. En fait, je suis heureuse que nos jeunes, y compris notre fils, soient si responsables, qu'ils assument leurs devoirs et qu'ils s'engagent. Avec son père, nous le soutenons. Mais c'est évident que nous sommes très inquiets. Notre fils est adulte. Et je le répète, je suis fière de lui. Tu es gentil, responsable, indépendant. Tu as été un bon fils.
Longtemps, Moscou a rêvé d'une grande Russie, unie et solidaire. Longtemps, entre les deux pays, ne régnait qu'indifférence et mépris. Aujourd'hui, ne subsiste que la haine. Chaque dernier samedi du mois, on se retrouve pour prier au cimetière. Les familles viennent prier pour leurs maris, leurs fils, leurs filles, qui sont morts en défendant leur pays. C'est une triste liste que psalmodie le prêtre ce jour-là. Celle des soldats enterrés ici. Et invariablement, la célébration se termine avec ce slogan, interdit durant des siècles et qui a ressurgi lors des premières manifestations pour l'indépendance de l'Ukraine. Mais sur les visages, on peut lire l'épuisement d'une population qui s'efforce de tenir, malgré la guerre qui s'éternise. Чоловіка сьогодні земний день народження і 4 місяці, як він загинув. Можна вас попросити? Який то сектор? 20-й, відразу 20. та перша могила. Якщо у вас тут, то давайте ми перше тут, і тоді ми будемо підніматися до вас, добре? Ваш 6-й сектор, так? Дякую. Добре, ми тоді. Дякую щиро за спільну молитву. Ми справді мусимо собі розуміти, що ту біль, яку ми сьогодні відчуваємо через втрату, ця біль – це є частиною нашої любові. І боль є наша любов. І нехай Господь теж нам дає силу наслідувати Його приклад мужності, приклад самовідданості. Дякую за спільну молитву. Дякую. Слава Богу. Igor était quelqu'un de très gentil. Nous avons vécu ensemble pendant 24 ans. Il avait 56 ans. Il était engagé volontaire. Quelques jours après son arrivée sur le front, un obus a explosé et il est mort. Il avait dit qu'il nous appellerait à son retour de mission. Nous avons attendu son appel toute la journée. Il disait toujours « c'est mieux que ce soit moi qui parte plutôt que notre fils ». C'est lui qui a décidé de s'engager. Il voulait défendre sa famille, l'Ukraine et son peuple. Il a donné sa vie. La part la plus difficile de notre travail en tant qu'aumônier militaire, c'est d'être auprès des familles de nos héros. C'est très difficile, surtout lorsque vous prenez conscience que ça ne s'arrête jamais. Cela peut être un de vos amis, certains, vous les avez déjà rencontrés à l'église, vous avez marié ce soldat, ou vous avez célébré le baptême de ces enfants. Et lorsque vous célébrez les funérailles d'un soldat que vous connaissez, vous ne pouvez pas rester indifférent. Tout cela me touche. Environ 800 000 soldats seraient actuellement mobilisés sur le front. Pour endiguer la poussée des forces russes, l'armée ukrainienne estime avoir besoin de 400 000 nouvelles recrues cette année. C'est une génération qui est en train de sombrer. Il était plein de vie, il n'avait pas peur, il était ouvert à toute expérience humaine.
On l'appelait Monsieur Fantasy. Par exemple, il était petit, il a pris une valise, il a pris une cravate et dans la maison, il marche et il dit « Mais vous ne me reconnaissez pas, je suis le directeur de l'école ». Il a fait ça toute sa vie, ça veut dire qu'il a toujours recherché quelque chose de nouveau. Artem a fait plus de 300 sauts en parachute comme amateur. Un jour, il a eu l'idée d'aller à Rio de Janeiro sur la statue du Christ pour faire un jumping de cette statue. De là, il a entendu que la Russie a envahi l'Ukraine. Il a tout laissé, il a pris l'avion vers New York. À New York, il s'est acheté un bon casque américain et 3 gilets pare-balles, 1 pour soi et 2 pour ses amis. Et il a mis ses gilets sur lui et le casque sur lui et c'est comme ça qu'il est monté dans l'avion. Il est revenu à Lviv, il a dit bonjour à maman, il a pris ses affaires et il est parti sur le front. Il est resté sur le front quelques mois et le 18 juin 2022, il est décédé par une bombe volante qui l'a tué avec un autre de ses compagnons. La mort, ce n'est pas la fin. Mais même si ce message, on le porte, cela ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. La souffrance est présente. Hier, j'ai bien nettoyé mes chaussures. Tu veux pas aller avec des sales chaussures, célébrer la messe. Voilà. Le père Dimid est prêtre grec catholique. Il est né et a grandi à Charleroi en Belgique, de parents ukrainiens qui ont fui le communisme après la Seconde Guerre mondiale. Il est revenu s'installer en Ukraine, sitôt l'indépendance du pays déclarée. Je suis né en Belgique, mais mes racines sont d'ici et je le ressens bien. Ça veut dire, parce que où sont tes racines, là tu te sens le mieux. Non? Un arbre sans racines, c'est difficile qu'il survive à la longue. Le père Dimid a 5 enfants. Son second fils vient d'être libéré de ses obligations militaires, mais son gendre est toujours sur le front. C'est que l'homme a accepté le sacrifice de ses enfants au nom de la liberté de son pays. Artem était très conscient de cela. Il avait ça dans son cœur. La personne ici en Ukraine, elle doit se faire une raison de vivre. Ou je veux créer la société avec caractère ukrainien, ou je veux encore rester une colonie, comme c'était durant l'histoire. Kostias et Max ont préféré devancer l'appel, ce qui devrait leur permettre de choisir une affectation qu'ils espèrent moins exposée. Ce jour-là, c'est dans un magasin ouvert au public qu'ils viennent acheter leur équipement, comme ont fait les soldes. That thing is fire, you know. With that bag, it's like so nice. You can have here everything, like your snacks, sneakers, your phone, everything. Il y a plein de choses qui m'ont motivé, mais surtout le fait que j'ai un ami qui est déjà au combat depuis 2 ans. Et j'étais assis dans mon appartement. Je me suis dit que peut-être un jour je pourrais le croiser dans la rue. Et vous savez, c'est comme quand on rencontre un copain, on se demande comment on va. Et je me suis dit que je ne serais pas capable de parler avec lui.
parce qu'il a combattu, et moi, je suis resté assis. Et j'ai réalisé que je pourrais perdre comme ça tous mes amis. Et il me serait impossible de m'excuser de ne plus pouvoir affronter leur regard. Але знову ж з балістикою лицем до вогню. Є більше всього. Тут же йде розкладний він. Теж вже з балістикою. Тут вже 2 секції. Схрін вартує? Перший. Щиро вам дякую, гарного вам. Дякуємо. Айдич! Кайло! Pendant mes études, il y avait la guerre dans le Donbass en 2014. J'ai alors compris qu'il était important de soutenir l'armée. C'est pour ça que j'ai choisi de devenir aumônier militaire. Dans cette période historique, nous avons pour mission de protéger notre pays, de nous battre pour notre pays. On ne peut pas parler de paix si notre ennemi vient ici, tue notre peuple, détruit nos villes et impose sa paix. Nous combattons pour une paix juste. Toute la journée, je cours. Et l'idée, c'est de tout faire pour rendre mon pays encore plus fort. En Ukraine, même les événements heureux ont quelque chose de triste. Ce jour-là, c'est la Saint-Nicolas des orphelins de guerre que l'on célèbre. Pour l'occasion, l'aumônerie militaire a organisé un petit spectacle pour les enfants. Mais le cœur n'y a pas vraiment. Dans la chorale, les enfants de Lviv, épargnés par la guerre. Face à eux, des gamins qui ont tous un père disparu prématurément sur le front. Un deuil qu'ils partagent avec leur mère ou leur grand-mère, les yeux cernés de larmes. C'est évident que ce que vivent ces enfants est très difficile émotionnellement. Alors j'essaie de les aider à supporter tout cela. Parfois, il s'agit juste de passer du temps avec eux. Et si je ne trouve pas les mots, alors j'essaie juste d'être auprès d'eux, même en silence. Dès que nous nous sommes rencontrés, je suis tombée amoureuse. Dès les premiers instants, je me suis dit que ce serait l'homme de ma vie. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'était une évidence. On m'a annoncé sa mort par téléphone. Je ne pouvais plus rester à la maison, j'étouffais, j'avais besoin de respirer. Je suis allée marcher dans le parc. Je me disais qu'il fallait rester calme. Et je me suis souvenu qu'un psychologue m'avait dit que lorsque ça n'allait pas, il fallait que je me concentre sur quelque chose de précis. Je me suis mise à compter les feuilles des arbres. Pendant les 40 jours qui ont suivi les obsèques, j'étais très forte. Je me disais à tout le monde, c'est la meilleure façon de mourir, c'est un héros. C'est plus tard que j'ai compris que j'étais dans une sorte d'euphorie et que je refoulais mes émotions. J'ai beaucoup de douleur, mais je ne m'autorise pas à exprimer parce que je sais aussi que je dois être fière.
Mais je sais que pour vivre, aussi pour les enfants, je dois me forcer à sourire. Sinon, rien ne changera jamais. Noël, c'est terrible. Nous laissons toujours une assiette pour lui, comme si nous étions tous ensemble. Ukrainian can live without light. Так. Так, тепер. Un jour, nous sommes allés nous cacher dans le couloir. Il y avait une alerte. Il y avait 2 drones qui volaient. Ils ont été abattus par une mitraillette. Il y avait des gens qui nous disaient de nous cacher. Il y avait un voisin qui était là à fumer. Il s'en fichait. Les profs nous disaient « Cachez-vous vite, les drones volent, dépêchez-vous ». Nous sommes restés là, près de l'ascenseur au dernier étage. Avec la peur, vous ne savez pas quoi faire. On pouvait l'entendre tellement il était proche. Mais pourquoi il est venu si près de chez nous? Une fois, l'alerte a sonné alors que nous étions chez notre grand-mère. Elle habite au 9e étage. C'était une alerte drone. Il disait que c'était vers chez nous. C'était très effrayant, on les entendait, ça faisait... Dans ces cas-là, ils se mettent à paniquer. « Maman, qu'est-ce qu'on fait ?» Ils tremblent. Mais qu'est-ce que je peux faire? Tu réfléchis, tu essaies de trouver un moyen de nous protéger. Vous voyez le danger, mais vous ne savez pas comment réagir. Est-ce qu'il faut courir ou au contraire ne pas bouger? Vous ne savez pas. À l'automne, on vivait plus ou moins normalement. Maintenant, l'hiver est arrivé et M. Poutine a décidé d'intensifier des attaques pour essayer de déstabiliser psychologiquement le peuple. Je crois que c'est ça l'idée qu'il a en tête. Ben, on s'y fait. Le père Dimid a l'exaltation des Ukrainiens de la diaspora. L'exaltation de ceux qui ont vécu l'exil forcé et sont revenus s'installer au pays. Aujourd'hui, il enseigne à la faculté catholique de Lviv, mais on le surnomme encore parfois le curé de Maïdan. Il a été un des acteurs de cette révolution qui a fait tomber un gouvernement et a contribué au déclenchement de la guerre contre la Russie en 2014. C'est que le prêtre est avant tout un défenseur de l'indépendance de son pays. Et peu importe s'il faut parfois composer avec les 10 commandements. Il faut voir la réalité que la guerre est une partie de notre existence. Si tu es dans une situation où on te tue, eh bien, la personne, elle a le devoir malheureusement, de tuer l'autre pour défendre ses proches. Est-ce que cette logique est chrétienne? Je ne peux pas dire qu'elle n'est pas chrétienne. Mais je ne peux pas non plus dire que Jésus-Christ fera la même chose. Non. 3 ans après le début de l'invasion russe, les Ukrainiens affirment leur identité. Et cela se niche parfois dans les détails. Le trident, par exemple. Michel, comme nombre de ses compatriotes, le porte avec ostentation. Le trident, c'est le symbole de l'indépendance du pays. Symbole d'une identité revendiquée après des siècles d'occupation. Et puis, il y a aussi la traditionnelle blouse brodée que porte presque tous les jours la fille de Michel. Enfin, il y a la langue. Aujourd'hui, les Ukrainiens refusent de parler russe, langue officielle du pays jusque dans les années 90, langue de l'occupant.
J'avais plus de 30 ans quand je suis venu ici pour la première fois. Mais ce que je me rappelle très bien, c'était l'avion de Bruxelles à Kyiv. Et quand je suis sorti à Kyiv, il y a un garde-frontière qui commence à me parler en russe. Et moi, je me dis, mais comment tu peux le faire? C'est moi qui suis ici sur ma terre. C'est pas toi. Toi, tu es l'envahisseur. Et c'était la première fois que je mettais le pied sur cette terre. Je me rappelle, l'aéroport était très gris, pas accueillissant du tout, etc. Mais j'ai ressenti que je suis à ma maison. Ce sentiment de loyauté à l'égard du pays s'exprime aussi chez les jeunes. Émilie, par exemple. Elle pourrait aisément quitter l'Ukraine. Elle a une double nationalité, mais elle a fait le choix de rester malgré les difficultés. J'ai voyagé un peu partout dans le monde. J'ai vécu en Belgique pendant 1 an. J'ai vécu aussi aux États-Unis pendant 1 an, mais ce n'était pas pareil. Ce n'était pas moi, ce n'était pas mon peuple, pas mon pays, pas ma langue. J'ai grandi ici et j'ai grandi dans cette relation particulière à la nation. Et je n'ai jamais rien trouvé de mieux que l'Ukraine. Je ne vois pas l'intérêt de partir, même si la vie est difficile ici. Même s'il y a la guerre, ça te rend plus fort. Si tu ne meurs pas. Sur le fronton de la maison de Michel, le drapeau noir et rouge, symbole d'un nationalisme ukrainien très virulent, devenu un symbole de résistance. Il faut dire que ces massacres ont éveillé un sentiment patriotique jusqu'alors oublié. Avec les frères d'armes d'Artem, on se retrouvait toujours ici, au Champ de Mars. On commençait par aller voir tous nos proches, et lorsqu'on arrivait ici, à chaque fois, ils étaient en colère. Pourquoi est-il le seul à ne pas avoir d'encadrement sur sa tombe? Et à chaque fois, ils me disaient « Mais appelle sa mère, appelle sa mère !» Et un jour, elle m'a expliqué, lorsque Artem était en vie, on n'a jamais pu le mettre dans une case. Et vous voulez le faire après sa mort? Et voilà, comme ça, vous comprenez quel genre d'homme il était. J'envie ceux qui ont la foi. Nous avons plus souvent l'occasion d'aller à des funérailles qu'à des mariages d'amis. Je ne suis allée qu'à un seul mariage dans ma vie, quand ma meilleure amie s'est mariée. Et j'ai déjà fait 5 funérailles d'amis très proches. Et c'est horrible. Ce contexte se traduit par un fort engagement des femmes pour leur pays. Nastia et ses amis ont appelé leur association la Fondation 1991, en référence à l'année de l'indépendance de l'Ukraine. Professionnelles du marketing ou de la communication, elles ont quitté leur emploi et travaillent désormais presque bénévolement pour leur fondation. Avec un objectif, collecter des fonds pour soutenir l'effort de guerre et financer l'achat de drones notamment. Là, il y en a plus de 500. C'est notre plus gros envoi en une seule fois sur la ligne de front. On a aussi envoyé un camion rempli de gros drones, un peu comme des petits avions. Chacun de ces drones peut transporter 5 kilos d'explosifs et voler sur une distance de 40 km, ce qui est vraiment énorme pour un drone. Érigés en symbole de la résistance ukrainienne, drones de surveillance ou drones kamikazes, les besoins sont énormes. Ils sont estimés à près de 50 000 drones par mois. Achetés en Chine ou aux États-Unis, ils sont le plus souvent assemblés sur place, dans des petits ateliers.
C'est très courant en Ukraine. Beaucoup de gens assemblent des drones, même à domicile. Je viens d'un petit village et je connais beaucoup de gens qui assemblent des drones kamikazes. C'est très courant. Parce que assembler un drone coûte moins cher que d'autres types d'armes. Nous n'avons pas d'autre choix. Trop de gens sont morts dans cette guerre. Alors, nous devons nous battre. Oh, c'est mon fiancé. Il est soldat en permission, il est pilote de drone. Oleg profite de chacune de ses permissions pour passer commande directement à la fondation. Et le plus étonnant dans cette guerre qui se prépare sur un coin de cuisine, c'est que ces drones arrivent et sont expédiés sur la ligne de front par service postal. En Ukraine et ici à Lviv, nous avons peut-être, je pense, le meilleur service postal du monde. Il est tellement rapide. D'ici, on peut envoyer des drones, mais aussi des munitions jusqu'à la ligne de front. Même là-bas, ils travaillent. C'est incroyable. Ah, c'est une coupure d'électricité. Bienvenue en Ukraine. Mais vous voyez, même sans électricité, le service fonctionne. Les gens continuent à recevoir et envoyer leurs colis. La vie continue. Let's go. Avec ces drones thermiques, on peut voir de nuit les déplacements de l'ennemi. Oui, en hiver, les nuits sont plus longues, donc on a besoin de ce type de drone. La durée de vie des drones de loisirs utilisés sur le front est d'une quinzaine de jours maximum. Chaque mois, en moyenne, 20 000 drones sont détruits sur le front. Depuis les premiers jours de l'invasion russe, les Ukrainiens font preuve d'un esprit de résistance hors norme. Mais on ne fait pas la guerre uniquement avec des armes. À Lviv, par exemple. Il y a les femmes qui soignent, celles qui fabriquent des camouflages, et puis il y a les femmes qui nourrissent. Dans ces locaux, une centaine de bénévoles se relaient pour fabriquer quelques 3000 repas par mois. À longueur de journée, oignons, carottes, betteraves sont débités en fines lamelles, puis enfournés dans un de ces déshydrateurs capables de sécher plusieurs kilos de légumes en quelques heures. Les ingrédients sont ensuite assemblés. La recette a nécessité des semaines d'expérimentation. Mais voici le fameux borsch ukrainien en portions individuelles. De quoi remonter le moral des troupes. Et c'est l'objectif de cette cuisine. Offrir aux soldats du front une alternative aux rations de combat. Chaque kit contient un plat principal, mais aussi un dessert, du thé, du café, des fruits. Pour nous, c'est important de pouvoir les aider. Ils nous remercient. C'est le minimum que nous puissions faire. Cuisiner, envoyer ces colis, c'est notre participation. Et on sait qu'ils attendent nos plats. Grâce à cela, le temps du repas, ils se sentent un peu comme à la maison. C'est le travail d'une mère. La grande majorité des bénévoles sont des mères de famille, comme Svetlana, un des piliers de l'association. Svetlana est veuve. Son fils unique est sur le front, alors depuis le début de la guerre, elle vit la peur au ventre. Bien sûr, je m'inquiète. Vous savez, chaque seconde, chaque minute qui passe, on peut m'annoncer que mon fils a perdu la vie. Venir ici, c'est comme une thérapie. Parce que si je reste chez moi, chaque seconde, je vais penser qu'une bombe va tomber sur mon fils. Je ne sais pas si ce que je prépare sera mangé par mon fils, mais un soldat mangera ce plat que je lui ai préparé comme si j'étais sa mère. Et mon fils mangera celui d'une autre mère. Je vais pleurer.
C'est comme ça. Nous ne savons pas où se battent nos enfants. Ici, nous aidons tous les soldats. Mais c'est aussi une façon de soutenir notre fils. Les uns ou les autres, ça ne fait pas de différence. Ce sont tous nos enfants. Et lorsqu'ils ouvrent leur colis, ils voient qu'on s'occupe d'eux et ça doit leur faire du bien. Dans le temps, sur ma page Facebook, j'écrivais « Prier pour la paix ». Et puis, j'ai barré « paix » et j'ai écrit « victoire ». Prier pour la victoire. Nous n'aurons pas de paix sans victoire. Chaque fois que les Ukrainiens sont attaqués, ils ont cette qualité de se mettre ensemble, de s'unir. Et aujourd'hui, les Ukrainiens sont unis comme jamais dans leur histoire. Pour moi, cette guerre a aidé et aide l'Ukraine à devenir une nation. Et dans ce sens, l'Ukraine est déjà victorieuse. Nous ne pouvons pas perdre cette guerre. Nous ne pouvons pas laisser le sacrifice de ces soldats être profané par nos ennemis. Nous devons protéger tout cela. Toute l'Ukraine doit comprendre que nous avons beaucoup plus qu'un territoire. Nous avons notre identité à protéger.